Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les blocages persistent en République démocratique du Congo. Le dialogue politique entre majorité et opposition débuté il y a plus d'un mois est toujours dans l'impasse. Ouverture de la session du Parlement panafricain en Égypte. Les travaux devaient être axés sur le terrorisme, l'environnement, mais aussi le développement du continent et les recommandations transmises à l'Union africaine. Et en Guinée équatoriale, la baisse des recettes budgétaires due à la chute des prix du pétrole a accéléré le processus de diversification économique. Le gouvernement mise désormais sur des secteurs tels que le tourisme, l'agriculture ou encore la pêche. Le dialogue politique avait été lancé le 1er septembre en République démocratique du Congo. Il devait durer une quinzaine de jours, mais les discussions entre majorité et opposition se trouvent aujourd'hui dans l'impasse. Plusieurs blocages subsistent sur des questions centrales, notamment sur la date des futures élections. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Sur quoi débouchera le dialogue politique congolais? Quand est-ce que les partis engagés signeront-elles les résolutions de cette rencontre? Comment le pays sera géré pendant la transition qui se dessine? Autant de questions auxquelles le dialogue politique démarré le 1er septembre est censé apporter des réponses. Pourtant, les dits pour parler, contrairement à l'optimisme affiché au départ et face au blocage enregistré, cèdent progressivement place au doute. Les questions les plus importantes, c'est au niveau de la période de transition, ou alors la période qu'on appelle intérimaire, comment va-t-elle être gérée? Mais avant ça, il y a aussi un problème de calendrier. On a besoin de trouver des dates qui sont techniquement, qui peuvent techniquement fonctionner, mais qui sont aussi politiquement acceptables. D'aucuns estiment que la crise qui se dessine à l'horizon, causée par la non-organisation des élections dans les délais, ne pourra trouver solution que dans les dialogues. Pourtant, le format actuel de ces pourparlers divise encore les politiques. En tant que Bantou, le dialogue, c'est l'une des vertus qui fait que les hommes, quand ils n'arrivent pas à s'entendre sur une question donnée de la société, ils arrivent tous à se réunir ensemble pour parler de la question. La tâche du facilitateur désigné par l'Union africaine, Edem Kodjo, n'a cessé de se compliquer malgré quelques consensus dégagés entre la majorité et l'opposition. Dans ces blocages persistants, si l'intransigeance des protagonistes est réelle, plane aussi l'ombre du rassemblement de l'opposition qui insiste sur la tenue d'un dialogue réellement inclusif et mise sur son poids politique, qualifié par les observateurs d'incontournable. Pour l'instant, aucune date de la reprise du dialogue n'est donnée et les Congolais sont dans l'attente des résultats. En Égypte, la session du Parlement panafricain s'est ouverte ce lundi 10 octobre. Au programme des discussions, les questions relatives au terrorisme, à l'environnement, mais aussi au développement du continent. Et à l'issue des travaux, les recommandations qui seront formulées seront soumises à l'Union africaine. Reportage de Djibril Fofana, notre envoyé spécial à Sharm el-Sheikh. C'est par un acte solennel de prestation de serment de ces nouveaux membres que la session du Parlement panafricain s'est ouverte ce 10 octobre à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Le Parlement panafricain compte 270 membres, représentant les 54 pays de l'Union africaine. Sa vocation est d'être un véritable organe législatif au service des populations. Mais pour cela, le protocole amendé de Malabo de juin 2014, relatif au Parlement panafricain, doit être signé et ratifié par au moins 28 États membres. Une étape qui donnera le la de l'appropriation du processus de l'intégration africaine par les populations à travers leur mandat. Quand un parlement ne légifère pas, il ne peut pas s'appeler parlement. Or, le Parlement panafricain, quand il avait été mis en place en 2004, on lui avait donné un mandat consultatif facultatif. Et ce protocole avait été révisé en 2009 et a été adopté en 2014 par les chefs d'État. Nous allons légiférer. Légiférer, ce n'est pas pour enlever ce qui a été déjà établi, mais c'est pour voter des lois qui peuvent s'appliquer à tout le continent africain. Et nous savons que les problèmes, parmi les problèmes qui minent le continent africain, il y a par exemple l'épineux problème du terrorisme, le problème de la libre circulation des personnes et des biens, le problème des changements climatiques et également l'épineux problème de la jeunesse. Fort de son slogan « Une Afrique, une voix », le Parlement panafricain est à présent dans une dynamique de vulgarisation de sa mission auprès des populations africaines. C'est ce qui justifie la volonté du président de l'institution de délocaliser les sessions du Parlement dans les différents pays du continent.
Beaucoup de gens connaissent le Parlement européen, mais quand vous leur posez la question sur le Parlement panafricain, ils ne savent pas de quel Parlement il s'agit. Le rôle du Parlement panafricain, c'est de faire des lois comme tous les parlements, comme toutes les institutions parlementaires, mais actuellement, nous avons un rôle consultatif. Nous votons le budget de l'Union africaine et nous prenons des directives que nous envoyons à l'Union africaine. Cette session du Parlement panafricain coïncide avec le tricentenaire du Parlement égyptien. Elle est aussi célébrée conjointement avec le Parlement arabe. Toute une symbolique qui scelle l'ambition du Parlement panafricain d'être un pont entre les peuples d'Afrique, d'est à l'ouest, du nord au sud, pour relever tous ensemble les défis du développement du continent africain. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo a repris ce lundi. Après plus de 2 mois d'interruption, appelé à la barre, un témoin l'accuse d'avoir distribué des armes dans la commune d'Abobo durant la crise post-électorale. Pour rappel, l'ex-première dame a déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Siamlo Victoria Sedi. Lundi 10 octobre 2016, le procès de l'ex-première dame ivoirienne a repris au tribunal d'Abidjan. Interrompu depuis 2 mois, il invite à la barre un présumé témoin. Ce dernier déclare avoir vu Madame Simone Gbagbo distribuer des armes et instaurer une atmosphère de traumatisme à Abobo, un quartier pro-Ouattara, lors de la crise post-électorale de 2011. Maître Rodrigue Dadje, avocat de l'accusé, balaie du revers de la main cette accusation qu'il juge d'affabulation. L'accusation peine à nous trouver des témoins qui sont crédibles, qui soient capables de dire ce qu'ils ont effectivement vu et dans ce qu'ils auraient vu, qu'ils puissent avoir des éléments qui accablent Mme Gbagbo. Sinon, nous avons tous les jours des témoins et des récits. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de lien avec Mme Gbagbo. L'accusation aurait-elle menti pour condamner l'ex-première dame? Pour l'avocat de la partie civile, cette éventualité n'a pas de sens si l'on estime à plus de 3000 les civils tués lors de cette crise post-électorale. Tout à fait normal que la défense doute de la qualité de certains témoins. Ça, j'aurais été à leur place, peut-être que j'allais dire la même chose. Mais c'est à chacune des parties de tirer les conséquences des propos des témoins. Donc nous n'avons aucun doute. Nous sommes convaincus aujourd'hui que la responsabilité de Mme Gbagbo est incontestable. Condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, Simone Gbagbo comparaît depuis mai 2015 pour crime contre l'humanité. Rappelons que c'est le 27e témoignage depuis le début du procès. En Afrique du Sud, la justice a annoncé ce mardi avoir engagé des poursuites pour fraude contre le ministre des Finances Pravin Gordhan. Il est soupçonné d'avoir donné son feu vert au départ à la retraite dans des conditions particulièrement avantageuses d'un haut fonctionnaire. Il est convoqué au tribunal le 2 novembre prochain. À noter que l'annonce des poursuites engagées contre le ministre a aussitôt provoqué un recul du rand sud-africain. En Guinée équatoriale, la baisse des recettes budgétaires due à la chute des prix du pétrole a accéléré le processus de diversification économique. Le gouvernement mise désormais sur des acteurs tels que le tourisme, l'agriculture ou encore la pêche. L'objectif est de réduire la dépendance du pays à l'or noir. Habib Faye et Birama Sonera. Depuis plusieurs années, l'économie de la Guinée équatoriale repose en grande partie sur le pétrole. L'exploitation des hydrocarbures contribue pour environ 76% du produit intérieur brut de ces pays d'Afrique centrale. Mais durement touchée par la chute du prix de l'or noir, la Guinée équatoriale diversifie son économie. Selon les autorités, le pays compte atteindre l'équilibre budgétaire d'ici quelques années. Notre économie est fortement dépendante du secteur pétrolier. 90% des recettes publiques provenaient du pétrole. Donc une forte baisse des prix du pétrole sur le marché international se traduit par une réduction considérable des revenus reçus par le gouvernement pour continuer son programme de développement du pays. Ainsi, les conséquences sont immédiates. La réduction des revenus pétroliers, la réduction de l'activité gouvernementale sur les investissements publics et le ralentissement économique. Le gouvernement équato-guinéen veut réduire le champ de ses activités pétrolières. Il privilégie les secteurs qui offrent un meilleur retour sur investissement, dont le tourisme, la promotion des PME, l'agriculture et la pêche. Lors de la 2e conférence économique nationale organisée à Bata en 2009, le gouvernement avait lancé les activités de la SONAPESCA, Société nationale de la pêche, une initiative qui a pour objectif de favoriser l'autosuffisance équato-guinéenne en produits halieutiques.
Il existe plusieurs initiatives spécifiques dans ce pays qui contribuent déjà à la production de l'économie nationale. Nous avons les projets agro-industriels avec des contributions qui ont atteint déjà des millions de dollars. Nous sommes convaincus que ce sont des secteurs qui peuvent remplacer le revenu des hydrocarbures. En 2016, la Guinée équatoriale a engagé plus de 300 nouveaux grands projets sur l'ensemble du pays afin de garantir la diversification de l'économie. En 2015, le gouvernement a aussi injecté plus de 31 millions de dollars pour développer l'agriculture. Le pays privilégie aujourd'hui une entrée massive d'investisseurs et met de côté l'éventualité de recours à des prêts auprès des bailleurs de fonds. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.